Guillaume Brien, je travaille pour Bretagne Développement Innovation. Et donc ce matin, je vais vous présenter une conférence sur les nouvelles technologies et traçabilité. Donc j'aurai avec moi plusieurs intervenants et l'objectif de cette matinée, c'est de vous montrer des cas concrets, des exemples de nouvelles technologies et de traçabilité alimentaire. Donc juste pour rappeler, le programme Agrétic, c'est un programme régional de croisement de filières entre le numérique et l'agriculture ou le numérique et l'agroalimentaire. Donc on fait 70% de notre temps, c'est l'ingénierie de projet et 30% de la valorisation sur des événements comme le SPACE ou le SAFIA. Donc on part toujours des besoins, on vient connecter les gens du numérique et on vient les valoriser sur des salons métiers. Donc ce matin, je serai en compagnie de 3 entreprises avec Nicolas Kerbelec de Dolnica, Jean Dupuis de chez Crystal Chain et Julien Chanoni côté API. Donc l'agenda de cette conférence, ça va être vous montrer un peu la traçabilité sur les produits, sur l'outil de production et sur l'ensemble de la filière. Donc on va commencer par la présentation de Nicolas Dolnica sur plus la traçabilité des produits. Donc Nicolas, si tu veux bien, voilà la zapette. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Nicolas Kerbelec, président de l'NICA, société qui est basée à Rennes et dont la spécialité est d'apporter plus de sécurité à la traçabilité. Alors, la traçabilité des produits, c'est bien, mais c'est une question de transparence. Et la transparence, on en a de plus en plus besoin pour apporter les bonnes informations aux consommateurs, le rassurer, le fidéliser. Et tout ça, c'est important pour cette bonne transparence, d'avoir une bonne supply chain. Pour avoir une bonne supply chain, ça nécessite de pouvoir avoir les bonnes sécurités tout au long de la vie du produit et jusqu'au recyclage. Bon, on n'en est peut-être pas là aujourd'hui pour cette conférence, mais ça intègre tout ça. Pourquoi derrière il y a des risques? Risques alimentaires, c'est sûr, mais risques financiers souvent pour les industriels parce qu'il y a des plaintes, des retraits de produits, voilà, des plaintes en justice. Quand on n'a pas les bonnes preuves pour montrer que ce produit est le bon, qu'on a toute la chaîne de traçabilité, toutes les sécurités nécessaires, on a une faille et du coup ça a un impact fort. Économie circulaire, c'est dans l'air du temps, la seconde main, le recyclage, on pourra en parler plus, on a un stand, donc je ne m'attarderai pas là-dessus, mais effectivement, la vie d'un produit, ça part de la matière première jusqu'au recyclage aujourd'hui, et la traçabilité est importante pour ça. Donc, pour avoir cette bonne traçabilité, pour apporter de la transparence, c'est un puzzle. C'est un puzzle de systèmes, de solutions, de techno, de sécurité qui permet d'avoir une chaîne bien verrouillée. Et ça, c'est pas évident à intégrer. Alors, nous, chez Olnica, historiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique l'équivalent de l'ADN humain en mode chimique. Donc, on appelle ça des traceurs moléculaires. Donc, chaque homme est unique par son ADN. Et nous, ce qu'on fabrique, c'est l'ADN du produit. Et on l'intègre dès la fabrication, dès la matière première. Et on va utiliser ce codage unique pour aller jusqu'au bout de la vie d'un produit. Ça passe aussi par l'agrégation de données. Notre métier, c'est de permettre aux marques de garantir l'authenticité, la transparence. Et de suivre voilà, la vie du produit en commençant par la matière. Donc une production optimale commence dès le début. C'est très important. Et il faut connecter la traçabilité matière à la traçabilité produit. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de parler d'un partenariat qu'on a initié avec une société qui s'appelle DNA Agency, qui est spécialisée dans le DNA barcoding, donc des barcodes ADN, qui va, elle, faire l'identification de la matière première d'un produit, qui soit alimentaire ou végétal, produit de la mer, peu importe, lui donner un barcode qui est unique, qui est la référence du fournisseur, du fabricant.
me donnent souvent l'exemple du safran, et ils sont capables de vous donner le barcode du safran de tel producteur à tel endroit du monde. Et voilà, si le sous-traitant vous livre un produit avec un safran qui n'est pas de ce producteur-là, ça se verra. Nous, notre job chez Olnica, c'est d'adjoindre à ce barcode finalement un code unique, un traceur moléculaire. On va faire le lien physique entre cette matière première qui est dans le cahier des charges avec un traceur moléculaire qu'on va finalement mettre dans le contenant qui va entourer le produit, un flacon, un plastique, voilà, quel que soit le conditionnement a posteriori, packaging primaire, secondaire. Et tout au long de la vie du produit, on va pouvoir authentifier ce traceur moléculaire avec des appareils simples ou plus complexes, ça dépend des niveaux de sécurité, et vérifier qu'un produit est le bon tout au long de la chaîne, sans faille, sans rupture, et faire le lien toujours avec la matière qu'il y a dedans. Tout ça, ce sont des données qui sont remontées sur des serveurs et qui sont après gérées, analysées, bien évidemment, et je laisserai mes collègues en parler un peu plus. Alors, pour faire ça, on s'approche là du produit, le packaging, on a différentes stratégies. Soit on va apposer une étiquette. Alors, pas juste une étiquette simple. Maintenant, les étiquettes, elles sont sérialisées. Ça veut dire que chaque étiquette, donc sur chaque produit, a un code unique. Donc, vous sortez 100 000 produits, 100 000 codes différents. Et ces étiquettes sont sécurisées pour éviter les copies, parce que bien sûr, une étiquette, ça se copie. Et donc, notre stratégie chez Olnica, c'est d'apporter l'ensemble de la sécurité nécessaire. Ici, dans l'exemple de l'étiquette, vous avez la possibilité pour le consommateur de flasher, de vérifier que le produit est authentique, rien qu'en flashant avec son smartphone. S'il a un doute, il prend une photo. Si le doute persiste, on a la géolocalisation et on lance des actions pour faire des contrôles sur le terrain, quel que soit l'endroit du monde, pour aller vérifier le traceur moléculaire et engager des actions, en tout cas, qui sont ciblées. Donc, on part de la matière et on va, tout au long de la vie du produit, faire un suivi. Donc, une traçabilité sécurisée, ça sert aussi à ça. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Après, on peut rester totalement invisible et ne pas être dans l'étiquette, mais apporter juste une traçabilité plus sécurisée et finalement transposer les codes sérialisés ou les codes uniques qui sont imprimés sur les packaging avec du traceur moléculaire sur les emballages. Ici, on a l'exemple d'une boîte de pharma où vous voyez apparaître cette partie fluorescente qui c'est pas de la fluorescence classique, c'est pas des choses très simples, mais qui est la copie conforme de la sérialisation du packaging de cette boîte de pharmacie. Donc voilà, c'est très important d'avoir une traçabilité très bien sécurisée pour pouvoir avoir le maximum de données percutantes et pertinentes pour pouvoir donner la meilleure transparence et la meilleure réassurance pour le consommateur final. Voilà, notre métier, je vous l'ai dit au début, c'est faire l'équivalent de l'ADN finalement. Donc on est des chimistes à l'origine, hein, c'était il y a très longtemps maintenant. Mais on n'oublie pas qu'in fine, quand il y a un problème, une action contre un distributeur, contre un contrefacteur, contre voilà, une plainte qui remonte, un produit, il y a des plaintes, il y en a beaucoup. On est là pour apporter la garantie. Donc, comme c'est l'équivalent de l'ADN, pour nous, c'est facile d'apporter la garantie si toutes les données de traçabilité sont bien intégré, bien référencé, physique, numérique. Alors j'ai oublié de citer une notion que j'ai notée avant qui s'appelle le figital. Aujourd'hui, le figital, c'est l'alliance de la sécurisation physique et numérique des données. Un produit, aujourd'hui, il a une vie numérique. Mais il ne faut pas oublier qu'on vend un produit physique finalement, parce qu'on a tendance à s'orienter digital à fond, mais il n'y a pas cette notion de liaison avec la sécurité sur le produit qui fait le lien avec le numérique. Donc, quand on a une boucle qui est bien faite, on arrive à la fin à pouvoir garantir l'authenticité d'un produit avec des preuves juridiques qui sont fortes. Et je pourrais en discuter plus tard si vous voulez avoir des résultats sur ce que ça donne in fine. Donc voilà, une partie que je ne vais pas m'étendre, l'avant-vente, la seconde main, ça ne concerne pas forcément l'alimentaire, mais ça existe dans d'autres métiers. Et le recyclage, là, c'est quand on commence à toucher à des circuits qui nécessitent, où on a une vraie volonté de recycler ses propres matières, ses propres produits. C'est aussi dans l'air du temps, il y a une très grosse demande. Il faut pouvoir être sûr que la matière qu'on
va récupérer, c'est bien la bonne, c'est bien la nôtre, c'est pas celle de quelqu'un d'autre, avec des produits, des additifs qui sont pas les bons, ou on va avoir un risque, et finalement, si on lève pas le risque, eh bien, cette matière, on va la rejeter, on va pas l'utiliser. Donc voilà, nous, on est multisectoriel. On fait de la pharma, de la cosmétique, du luxe, de la grande consommation, des vins et spiritueux, plastique, électronique, automotive, aéronautique, construction. Voilà. On est une entreprise spécialisée dans la sécurisation de la traçabilité et dans la traçabilité sécurisée. On est basé à Rennes. On a des représentants à travers le monde. Et si vous avez des questions, je serais content d'y répondre. Merci Nicolas. Donc, on va faire participer aussi la salle s'il y a des questions. Vu qu'on n'est pas nombreux, vous pouvez vous exprimer et à voix haute. De toute façon, on est sur le stand. S'il y a des questions qui viennent après, on est dispo. Pas de questions? Donc, merci Nicolas. On va passer maintenant, maintenant qu'on a passé sur la traçabilité produit, ce qu'on veut vous présenter maintenant, c'est plus sur la traçabilité, sur l'outil de production, avec l'intervention de Julien Chanoni du groupe API. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Julien Chanoni. Je suis le chef digital officer du groupe API. Donc, je m'occupe en fait de tout ce qui est transition numérique au niveau logiciel du groupe. Alors, le groupe avec qui nous sommes. Donc, en fait, on a un groupe familial qui a été créé en 1997. Donc, ça fait 25 ans qu'on y est. On est 120 personnes réparties sur les 4 départements de la Bretagne, dont le siège est à côté, donc à Effignac. Donc le groupe API, c'est 8 structures. Donc nous sommes surtout sur le domaine de l'industrie, donc avec la partie automatisme et informatique. Et on a une partie tertiaire avec tout ce qui est gestion des bâtiments, domotique et donc, nos 3 domaines d'expertise, c'est la partie élec. Donc, on réalise les plans électriques et jusqu'au câblage sur site, en passant par la réalisation des armoires pour le pilotage. Au niveau automatisme, on est plus sur la programmation des automates, donc aussi bien sur de la machine spéciale que du flux, du process complet. Et on a une partie informatique où nous sommes éditeurs d'un logiciel qui est le logiciel qui s'appelle l'INAPRO, que je vous présenterai un peu plus loin, qui essaie de répondre à l'usine 4.0. Donc l'usine 4.0, qu'est-ce que c'est? Donc l'objectif de l'usine 4.0, c'est d'avoir en fait une transversalité avec l'ensemble des utilisateurs d'une entreprise. Donc ça passe par la partie bâtiment, on va faire de la gestion énergétique, gestion des accès. Ça va partir aussi sur une couche qui est la partie administrative, donc avec une couche ERP, donc tout ce qui est commande, achat. Il va y avoir aussi toute une couche atelier. Donc, une fois qu'on a toutes ces informations, l'objectif, c'est qu'au niveau de l'atelier, on puisse faire la production et réaliser ses sorties de stock. Et une partie logistique pour pouvoir honorer ses commandes et livrer en fait tout ça à ses clients. Donc, au niveau de la communication transversale, on va retrouver dans une entreprise souvent une partie ERP, qui est en haut de la pyramide, qui va permettre en fait de faire la gestion de tout ce qui est référentiel, donc référentiel article, référentiel client, tout ce qui est article et nomenclature. Ensuite, on va retrouver une couche plus basse qui est le MES, donc qui est le Manufacture Execution System. C'est là-dessus qu'on va être au niveau de l'atelier, qui va permettre en fait de faire de la traçabilité, la gestion de gamme et remonter tout ce qui se passe sur site en sortant des indicateurs de performance. Et une couche basse, où on va retrouver le SCADA, donc là, tout ce qui est supervision. Donc cette supervision va vous permettre derrière de faire le contrôle machine, avoir un visuel de la réalité de votre outil de production. Et derrière, il y a les automates qui font en fait le pilotage réel du process avec le stockage des données primaires. Donc au niveau de la communication transversale, ce qui est important, c'est que le flux soit ascendant et descendant. C'est-à-dire que quand on reçoit une commande au niveau de l'ERP, l'objectif, c'est de réaliser planifier cette commande en créant un OF. Cet OF sera ordonnancé au niveau du MES.
Et le MES enverra les informations en fait, au niveau du SCADA et de l'automate pour pouvoir faire l'exécution. Une fois que les informations sont descendues jusqu'à l'automate, l'objectif c'est de remonter toutes ces informations. Donc l'automate, comme il a un ensemble de données, on va venir en fait faire de l'acquisition au niveau de l'automate, et au niveau du MES, ce sera de faire des indicateurs de performance pour voir où on en est, de la traçabilité. Une fois que le MES a ces informations-là, il remonte ça au niveau de l'ERP pour pouvoir informer en fait, les commerciaux ou les autres personnes, les actionnaires de l'ERP de connaître l'avancement de ses commandes. Donc, pour répondre aussi à l'usine 4.0, l'objectif c'est d'avoir en fait une base de données unique pour pouvoir en fait faire des analyses transversales en fait en fonction des différents métiers, et surtout que la donnée soit accessible pour tout le monde, qui puisse avoir l'info le plus rapidement possible. Donc là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un MES. Donc un MES, ça répond en fait à 11 fonctions qui donnent la norme ISA 95. Donc je ne vais pas tous les détailler parce qu'il y en a quand même pas mal. L'objectif, c'est d'ordonnancer, d'avoir un visuel sur ces différentes ressources, faire de la traçabilité et l'optimisation de la qualité de ces produits. Et derrière, ça sera faire de l'acquisition et sortir des indicateurs de performance pour pouvoir optimiser sa production. Donc la question, c'est où est-ce qu'on place un MES dans une entreprise. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on a un ERP. Donc en fait, on retrouve une partie ERP, MES et supervision. L'objectif, c'est que dans chaque installation, en fait, on va retrouver différents silos, différentes zones d'utilisation. L'objectif, c'est de bien définir quel est son besoin pour pouvoir répondre au mieux à sa problématique du moment. Donc pour pouvoir faire ça, l'objectif, c'est de savoir, aujourd'hui au niveau administratif, quand on a un lien entre un ERP et un MES, l'objectif, c'est que le référentiel, en fait, on va retrouver tous les articles, les formules, les fournisseurs, les clients, les plans de contrôle qualité sont déjà en fait à disposition dans l'ERP. L'objectif, c'est pas forcément de faire de la double saisie. L'idée, c'est de mettre en place un flux pour récupérer ces informations-là. Ce flux va permettre derrière, en fait, au niveau des achats, de faire une partie des achats en fait, dans la partie ERP, et derrière de transmettre, quand la réception se fait, qui sera quelque chose de plus opérationnel lié à une personne. L'opérateur en fait, fait sa réception et on renvoie les informations au niveau de l'ERP. C'est les mêmes principes sur la partie vente. Donc la partie vente, on a la partie commande, la partie BL, mais la partie préparation commande des bons de livraison se fait au niveau plus opérationnel. Et idem pour la partie fabrication qui va se retrouver, en fait, on va avoir l'OF, on va le planifier, les opérateurs vont faire leur traçabilité aussi bien des produits sortants que des produits entrants, et derrière, on va pouvoir clôturer et avoir sa traçabilité. L'autre objectif aussi du MES, c'est de faire de l'acquisition. Donc, plus on avance, plus on a des composants qui sont communicants intelligents. Donc, l'objectif, c'est de venir en fait récupérer cette information à la source. Donc, soit dans les équipements, soit dans les automates, par le biais de protocoles. Donc là, on a un protocole OPCDA qui est un protocole où l'informatique est maître et l'automatisme est esclave. Et la partie OPC-UA, qui est les nouvelles technologies, où en fait, les systèmes communicants deviennent maîtres, et après, n'importe qui peut venir en fait, interroger ces systèmes pour récupérer ces informations. Donc là, je vais vous présenter un peu plus le LINA, à quoi il peut servir. Donc l'objectif, c'est de répondre en fait à l'ensemble des acteurs de l'entreprise, donc par le biais de la gestion, donc qui est partie responsable de production et ordonnancement. L'objectif, c'est qu'eux, ils puissent en fait optimiser et voir au niveau des ressources qu'est-ce qu'ils ont en disposition pour pouvoir planifier et ordonnancer leur production. On a toute une partie conduite avec des écrans opérateurs. Donc l'objectif, c'est pour les pilotes de ligne et les opérateurs d'avoir en fait les informations de ce qu'ils doivent réaliser au plus rapidement possible, mais aussi dans l'autre sens, c'est d'avoir les indicateurs de performance qui leur disent si leur produit est bon et si leur fabrication est bonne. Et il y a une dernière partie qui est la partie analyse. Donc la partie analyse touche plus la partie des responsables, donc responsable qualité, travaux neufs, direction. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on a toutes les informations récoltées, c'est de les mettre en forme pour pouvoir en fait donner des indicateurs et voir quels sont les axes de travail qu'on peut faire.
Donc le Lina, il accompagne les opérateurs en plus en informatisant les flux. Donc aujourd'hui, comme on récupère les informations, les nomenclatures de la partie ERP, l'opérateur, en fait, il a sa liste de nomenclature devant lui. L'objectif, c'est qu'avec les technologies, donc par exemple QR code, code barre et RFID, qui viennent scanner, et en fait, on accompagne l'opérateur pour qu'il puisse derrière savoir si ce qu'il réalise est bon. On accompagne l'opérateur aussi en mettant des indicateurs, donc des indicateurs de performance. L'objectif, c'est pas d'attendre la fin de production pour voir qu'il y a des choses à revoir. Donc l'objectif, c'est de mettre le maximum d'indicateurs qui puissent, lui, au niveau de l'opérateur, de faire les maintenances et le suivi du premier niveau. La traçabilité passe aussi par une meilleure connaissance des machines. Donc là, par exemple, on a un indicateur relativement simple, c'est le taux d'occupation de la machine. On voit que là, sur 24 heures, on peut savoir combien de temps on produit et combien de temps on fait du lavage ou du remplissage ou d'autres informations. La connaissance des machines passe aussi par en récoltant des données. Donc là, on trouve des systèmes où on a des indicateurs, des historisations de compteurs, donc des compteurs de production ou des compteurs de consommation. Ça peut être des courbes, des alarmes, ainsi de suite. Donc l'objectif, c'est de mettre en forme ces données-là le plus simplement possible. Et derrière, pour pouvoir optimiser sa production, il faut aussi passer par la maintenance. Donc la maintenance, il faut la tracer, savoir quelles sont les différentes opérations qu'on fait dessus, pour pouvoir que l'outil soit toujours fonctionnel. Donc, pour connaître les machines, on passe aussi par ce qu'on appelle le cause à effet. C'est qu'aujourd'hui, quand on ne trace pas, c'est l'expérience qui fait foi, c'est que les gens sont de plus en plus qui connaissent la machine, savent comment elle fonctionne, sauf que quand on a une autre vision, l'informatique permet de démontrer des nouvelles informations qui ne sont pas forcément visible à l'œil humain. Donc, la traçabilité passe aussi par le suivi des matières et la contrôle qualité. Donc, l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a les informations, que l'opérateur est venu choisir ses lots, faire sa consommation, l'objectif, c'est d'avoir une traçabilité du produit, donc du produit fini jusqu'à on repart de la réception qui donne la matière première qui est utilisée dans un OF et qui donne en fait le lien avec le produit fini. Et ça passe aussi par tout ce qui est contrôle qualité. Donc l'objectif, c'est de rendre un produit qui répond à nos demandes de qualité. Et donc l'opérateur peut les faire aussi lui-même et ça lui permet en fait d'avoir une visibilité complète. Une fois qu'on a toutes ces données, l'objectif, c'est de faire des tableaux, donc tableau d'analyse. Donc tableau d'analyse, l'idée, c'est de récupérer en fait l'ensemble des données, faire des indicateurs et voir si on est dans les tolérances qu'on s'est données. Ou des tableaux croisés dynamiques. Donc ça, c'est plus des indicateurs visuels en faisant des rapports ou des informations de consommation. Et pareil, on a la partie reporting. Donc la partie reporting permet aussi de mettre en forme ces données, donc soit par production, maintenance, énergétique, qualité, performance. L'objectif, c'est d'avoir ces données quand on fait les points avec les équipes le matin, point stand-up, ou faire des réunions de travail, avoir des outils communs pour qu'on puisse échanger sur les évolutions qu'on peut faire. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Donc on a pu voir avec Nicolas plus la traçabilité produit, avec Julien plus sur l'outil de production. Maintenant, on va passer avec la présentation de Jean Depuis sur plus quelque chose de transversal sur la traçabilité sur l'ensemble de la filière. Donc Jean, si tu as la zapette, ouais, tu peux y aller. Et donc on m'entend, c'est tout bon. Pour lancer, c'est la flèche du haut, du bas. C'est tout bon. C'est bon, vous maîtrisez la technique. Merci beaucoup. Donc, en termes de traçabilité, hein, vous voyez, avec nos deux confrères, on a beaucoup de données. Hein. Donc, derrière, hein, c'est justement comment, évidemment, donner du sens à ces données. En amont, c'est aussi comment collecter ces données.
Et quelque part, c'est un peu notre métier. Alors, je n'ai pas trop de slides. On va essayer d'échanger. Mais voilà, on ne peut pas faire d'analyse si on n'a pas de données. Ensuite, ces données, est-ce qu'elles sont avérées ou pas? Donc, il y a des démarches très complètes qui permettent de s'assurer de la véracité des données. La blockchain, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de blockchain, mais la blockchain, avec beaucoup de modestie, ne fait que collecter la donnée et surtout la mettre dans le marbre. Et donc, dans 10 jours, dans 10 ans, dans 10 siècles, je ne sais pas si on sera là, mais si on a raconté des cracks concernant une donnée, on le saura. Bon, l'idée, c'est quand même de le faire de façon dynamique. Donc, à chaque transaction, à chaque événement, dans notre jargon, on parle de trace. Chaque fois que quelque chose se passe, c'est une trace. À chaque moment, on a quand même autour de cela des algorithmes qui nous préviennent, qui nous indiquent qu'il serait peut-être judicieux de jeter un gros œil, pour vérifier justement cette donnée. C'est le faire de façon dynamique. Je rentrerai un tout petit peu plus ensuite dans le détail là-dessus. Avant toute chose, en fait, j'avais 2 questions à vous poser. Vous voyez, nous, on intervient, mais j'ai aussi envie d'avoir votre réaction. Également parce qu'on est dans des univers. Alors, Crystal Chain travaille principalement dans 3 secteurs. Massivement le secteur de l'agroalimentaire. Et dans l'agroalimentaire, on couvre un peu toutes les catégories. On a commencé à travailler sur le poulet il y a 4-5 ans avec Carrefour. Ça a été historiquement la première filière qui a été mise en place. Donc vous voyez, à l'horizon blockchain, 4-5 ans, c'est déjà l'âge de pierre. Mais on couvre également les filières porcines, la filière de la viande, le steak haché, la panification, les fruits et légumes. Voilà. Un autre univers, c'est le textile. Et un troisième univers, l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, ça vous intéresse peut-être moins comme consommateur, mais les 2 premières catégories, c'est-à-dire l'agroalimentaire, le textile, je pense, vous êtes consommateur. Et donc, les 2 questions que j'avais à vous poser, la première est, levez la main si c'est le cas, combien parmi vous se renseignent avant d'acheter un produit, sur le produit? C'est-à-dire lorsque vous êtes, alors à Effignac, il y a Système U, il y a, voilà, quand vous allez, ou alors en commerce de proximité, ça peut être au Bio C'est Bon ou au Naturalia, lorsque vous faites votre achat, qui se renseigne avant d'acheter sur le produit? C'est déjà une belle majorité. Et deuxième question corollaire, une fois que vous êtes renseigné sur le produit, lorsque vous voyez une information qui ne vous va pas, est-ce que vous achetez le produit ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous a imposé le produit? C'est-à-dire, votre acte d'achat, si vous n'avez pas une information sur le produit, est-ce que vous allez acheter le produit ou pas? C'est-à-dire, vous pouvez vous renseigner sur le produit. Donc, une majorité, manifestement, se renseigne sur le produit. Si maintenant, vous n'avez pas l'information sur le produit, est-ce que vous allez acheter le produit ou pas? Oui? Donc, très clair. Voilà. Et donc, fort de ce constat, donc, pour avancer, c'est cela. Voilà. Vous êtes enfin, on est conforme un peu à 2. Alors, je ne vous abreuve pas. D'ailleurs, Guillaume, est-ce que les slides seront communiqués, seront consultables pour les participants? Oui. Voilà, on peut tout à fait vous les communiquer. Vraiment 2 éléments clés. Vous voyez, 83%
donc ce sont des études toutes récentes, 83% des consommateurs s'informent sur le produit. Alors, on ne sait pas sur quoi ils s'informent, hein. Très souvent, ils regardent le prix, hein. Ils regardent le grammage, ils regardent, voilà. Mais ils veulent avoir de l'information sur le produit. Et à l'autre bout, à droite, s'il n'y a pas d'information sur le produit, les gens n'achètent pas. 56%, c'est quand même significatif, et ils n'achètent pas. Maintenant, les informations. Donc, on voit que le consommateur, que vous, hein, comme consommateur, vous avez besoin de mieux comprendre le produit. Maintenant, on a un grand défi, un grand problème. Et on aime bien les problèmes, on aime bien résoudre les problèmes. C'est que justement, les informations, il y en a une myriade. On a envie de savoir, allez, on va prendre le poulet. On a envie de savoir, le poulet, est-ce qu'il a été produit juste à côté de chez moi ou est-ce qu'il vient du Brésil? Et puis ce poulet, il a été élevé comment? Et puis il a mangé quoi? Puis les grains, ils viennent d'où? Et puis l'usine dans laquelle éventuellement ils ont été produits, parce qu'ils ils ne sont pas tous élevés en plein air. Est-ce que le personnel de cette usine est correctement rémunéré? Voilà, il y a beaucoup de dimensions. La difficulté, et c'est un vrai défi, c'est que pour vous restituer une information synthétique, c'est quand même très complexe. Alors, on essaie de le faire avec une note, hein. Alors, sur les aspects alimentaires, nombre de calories, est-ce qu'il y a du gras et tout, il y a certaines applications, hein, qui sont connues, qui posent d'ailleurs question, hein, à certains acteurs, certains industriels. Personnellement, je ne rentre pas du tout dans le débat, mais sur les notions de santé, c'est entre guillemets relativement simple. C'est beaucoup plus complexe si on prend justement des dimensions de RSE, des notions de qualité, des notions de suivi des flux. Voilà, pouvoir vous restituer un indicateur simple, compréhensible, est un vrai défi. Alors ça, c'est le coup d'après. Parce que nous, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on met en place des QR codes, qu'on essaye sur les emballages, hein, et qui vous expliquent, voilà, le produit a été tracé. Alors je peux mentionner, hein, certains de nos clients, on travaille pas mal avec Cofigeo. Cofigeo, c'est la marque William Saurin. On travaille avec Soufflé. Soufflé, c'est la malterie. Donc, les bières que vous pouvez consommer transitent. Il y a une forte probabilité par certains brasseurs qui sont alimentés par Soufflé. Le point, c'est que lorsque les consommateurs regardent un peu le produit, aujourd'hui, ce qui les intéresse donc quand même massivement, c'est le prix. Il n'est pas encore totalement prêt dans les explications qu'on peut fournir. Alors, c'est quand même, et ce sont les enjeux que je vous liste là, c'est vrai qu'à terme, on ne pourra pas ne pas communiquer de façon compréhensible, simple, ces différentes dimensions. Donc, c'est en communication comment apporter une réelle preuve, simple et compréhensible. Autour de ça, dans chaque filière, il faut juste garder en tête que vous avez une myriade d'acteurs. Je reprends la filière du poulet. Le poulet, tout au bout, ça va dans des barquettes.
Ces barquettes, d'ailleurs, il faut bien s'approvisionner de ces barquettes. Vous avez des films plastiques. Les poulets, ils sont abattus. Vous voyez, je remonte. Ces poulets, ils ont été élevés, ils ont été nourris, parce que ça mange aussi un poulet. Ils sont nourris avec des graines. Il faut savoir d'où viennent ces graines. Les poulets, parfois, ça peut tomber malade. Mais s'il est traité avec des antibiotiques, il ne peut plus être bio. Donc, on en traite pour qu'il soit bio avec des huiles essentielles. Alors, on ne fait pas des massages, mais donc vous voyez, ça devient très, très, très complexe. Et à chacune de ces étapes, vous avez un acteur, un autre acteur, un autre acteur. Donc, si je prends la filière poulet, vous avez autour de 34 acteurs différents. Enfin, celle qu'on avait faite avec Carrefour, 34 acteurs. Dans ces acteurs, au bout, vous avez Carrefour qui a des moyens, des ressources, des équipes, puis également une vision. Avoir été le pionnier dans cette filière, il fallait quand même y croire à cette époque. Mais vous avez également d'autres acteurs qui sont de taille beaucoup plus modeste. Également, lorsqu'on regarde et lorsqu'on leur parle de oui, ça serait pas mal de récupérer vos données en machine to machine. Non, mais ils nous regardent avec des yeux étranges. Ils disent, attendez, c'est quoi? On baisse d'un cran, on dit vous avez peut-être des tableaux Excel. Parfois même des tableaux Excel, ça ne leur dit pas forcément grand-chose parce qu'ils ont autre chose à faire toute la journée pour nourrir les poules. Donc, un gros enjeu, c'est que vous avez une population d'acteurs dans un écosystème donné très, très disparate, avec des niveaux de maturité, des niveaux de ressources, des moyens financiers très, très différents. Or, pour à terme pouvoir communiquer aux consommateurs, consommatrices, un message simple et aisément compréhensible, la force de la chaîne, alors il s'avère que la blockchain utilise la chaîne, mais même de façon générale, la force d'une chaîne est déterminée par le maillon le plus faible. Donc, l'enjeu de toute cette démarche de traçabilité, et en cela on doit se doter également au niveau des usines, au niveau des marquages, dans tous les acteurs de cette chaîne, c'est réussir à mettre à bord tous ces acteurs. Donc, des démarches de traçabilité, quelque part, ce sont des démarches un peu de conduite de changement, avec des acteurs de culture, d'histoire très, très différents. Et je veux juste démythifier un peu. Alors, nous, on s'appelle Crystal Chain, et c'est Crystal Chain parce qu'on utilise la technologie blockchain. Et on a une équipe d'une vingtaine de geeks. Alors, je suis un des fondateurs de Crystal Chain. Je comprends la moitié du quart de ce que fait cette équipe geek. Donc, on a besoin d'avoir cette plateforme technologique affirmée. Mais le véritable enjeu, c'est la partie de mise à bord de l'ensemble des acteurs, en ayant chaque fois un peu des acteurs référents qui tirent la filière. Voilà. À partir de là, donc ça c'est le défi. À partir de là, les bonnes nouvelles, c'est que lorsque on a ces notions de traçabilité et qu'une filière s'est dotée, et donc progressivement, on a déroulé la filière par exemple du café, on a déroulé la filière du blé, et on le fait avec CRC. Lorsque cet écosystème, cette infrastructure est mise en place, on peut répondre à ces 6 dimensions. Hop, voilà, juste, mais si vous voulez, nous sommes avec Annika et Happy sur le stand Bretagne Trasalim, donc on pourra en discuter beaucoup plus dans le détail. Nous, on existe depuis 5 ans. On
on siège, on anime, on préside même la commission de blockchain à l'ISO. Également, la raison de cela, on ne cherche pas à faire du lobbying, je veux dire, on n'est pas à Bruxelles, hein, c'est pas ça l'idée, mais on sent bien que pour mobiliser une filière, c'est vrai que l'aiguillon de la bonne volonté suffit, enfin, est pas mal, mais une réglementation devient un catalyseur juste phénoménal. Alors, ça dépend un peu où vous êtes. Donc, ça peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle qui est cette réglementation. Parce que ça fait qu'on n'a pas le choix. Et dans certaines catégories où il y a des réglementations qui se sont mises en place, alors hélas, ça s'est fait souvent en réaction à des problèmes. Donc ça s'est fait plutôt en curatif qu'en préventif. Enfin, je pense à des scandales sur la viande, hein, qu'on a tous en tête. Mais on se doit, à la fois au niveau français et pour agir au niveau européen, d'être très très actif. Et il s'avère que dans les catégories agroalimentaires, on se débrouille plutôt correctement en France pour concevoir une réglementation qui ne nous soit pas trop défavorable. Et Crystal Chain donc, agit en ce sens. Bon, et donc, sur les secteurs, hein, je vous indiquais agroalimentaire, Modélux, et juste pour information, économie circulaire, on travaille beaucoup sur les boues, le recyclage de boues dans les agglomérations, les boues d'épandage. Voilà, mais voilà, qui nous concerne également comme consommateurs. Voilà, alors juste, mais Guillaume, si ces slides sont communiqués, je n'ai pas forcément besoin de m'appesantir là-dessus, surtout si vous êtes familière avec la notion de blockchain. En fait, très très rapidement, hein, pas blockchain. Si on n'a pas la blockchain, on a beaucoup d'informations, mais elles sont dispersées, elles sont fragmentées. Alors c'est vrai qu'on essaie de les structurer pour les rendre exploitables. Dans une vie antérieure, j'ai beaucoup travaillé justement pour essayer de donner du sens, et ça me faisait vivre, hein. Donc il y a un vrai business derrière, mais avec la vitesse à laquelle maintenant on doit aller, puis également le modèle économique, les gens sont plus prêts à payer une fortune pour qu'on donne du sens. Puis on a des algorithmes, on a de l'intelligence artificielle qui génèrent, hein, beaucoup plus rapidement ce sens. L'autre élément, c'est que si les données sont centralisées, si on a tout au même endroit, c'est beaucoup plus facile de les tourner, enfin de truander un peu, hein, sur ces données. Et on a moult exemples de grands acteurs. Alors, il y en a pas mal aux US, hein, mais il y en a aussi en France, qui mettent un peu des infos, alors que ce soit dans le domaine pétrolier, dans le domaine pharmaceutique, qui mettent un peu les données un peu comme ils veulent, justement parce que ils les ont toutes. Puis le dernier élément, si elles sont modifiables, alors ils peuvent jurer, hein, au grand Dieu que c'est la donnée, rien que la donnée est toute la donnée. Oui, mais bon, so what, hein, qu'est-ce qui nous le garantit? Ça, c'est sans blockchain. Avec la blockchain, juste le principe de la blockchain, c'est que la meilleure façon de garder un secret, c'est de le partager avec tout le monde. Si je veux partager un secret avec vous, juste avec deux personnes, et que en fait j'ai envie de modifier un peu ces données, et je me mets d'accord, je dis bon, allez, je vais t'inviter à un bon déjeuner, puis allez, tu fermes un peu les yeux, puis un bon dîner et tu fermeras les yeux. Voilà. Maintenant, si je dois faire ça avec 10 000 personnes, ça va me coûter très cher en frais, quoi. Voilà. Donc, on peut juste pas le faire. C'est le principe de la blockchain.
chaque trace est partagée. Alors, il y a des règles, hein, évidemment, de partage de ces données, mais si besoin était, vous avez 10 000, 100 000 acteurs, hein, qui pourraient consulter le moment venu cette donnée. Donc, le résultat des courses, c'est que la meilleure façon de garder un secret, c'est de le partager avec tout le monde, c'est que ces données sont inscrites définitivement dans le marbre. Alors, comme avec un élément, c'est qu'il y a des centaines de milliers de données à chaque instant, parce qu'on le fait de façon dynamique. Ce n'est pas une photo qu'on prend le 21 octobre et une autre photo 6 mois après. À chaque événement, à chaque trace, hop, c'est rentré. Alors, je pense une question que vous allez poser, oui, mais rentrer ces traces énergétiquement, bilan carbone et tout, ça va coûter une fortune. Le choix que nous avons fait, c'est que à l'intérieur de chaque filière, il y a une première étape. Nous avons donc une blockchain privée, donc une blockchain de consortium. Tout cela fonctionne sous Ethereum. Donc là, ça consomme juste un ordinateur, et chaque acteur un ordinateur, donc ça ne consomme pas plus que chacun de vous dans cet amphithéâtre, l'ordinateur que vous avez. Et ensuite, une fois par jour, on fait un hash. Je pense, techniquement, vous êtes peut-être familier, c'est-à-dire on fait un enregistrement, un hash sur une blockchain publique. Voilà. Donc là, ça consomme un peu d'énergie, mais c'est une fois. Alors que le Bitcoin, hein, qui défraye là aussi pas mal la chronique, fait ses hash en permanence sur des blockchains publiques. Voilà. Donc, la consommation d'énergie de Crystal Chain, c'est pas plus qu'une ampoule. La consommation d'une ampoule. Voilà. Juste, Guillaume, je dépasse peut-être, juste, c'est mon dernier message, c'est que, et je vous ai parlé de l'hétérogénéité des acteurs, hein, alors il y a des très grands, des plus petits, nos systèmes, la conception de notre plateforme, dès l'origine, a été réalisée en se disant on peut être une très grande entreprise, un peu plus modeste ou en amont de la chaîne. Ceci dit, hein, on peut être de très grands agriculteurs. Hein. On peut être de grandes entreprises avec parfois des modes de collecte de données parfois assez surprenants. Mais c'est juste se dire, peu importe la taille, peu importe la localisation, peu importe l'ADN qu'on a pu avoir, où qu'on soit, la donnée, on doit pouvoir la récupérer. Et je partage juste un petit exemple avec vous. Il y a une des filières, alors, ce n'est pas de l'agroalimentaire, mais c'est un peu à cheval entre les deux. C'est la filière de la laine. Alors, c'est entre le textile et l'agroalimentaire parce qu'on mange les moutons. En fait, la laine vient des moutons. Et les moutons, certains sont élevés très peu hein, dans l'Hexagone. Ils sont surtout élevés en Argentine et en Nouvelle-Zélande, Australie. Alors, la traçabilité consiste dès l'amont à savoir où sont les moutons, quelle altitude, quand on va les tondre. Voilà, tout ça, ce sont des événements. Ensuite, les ballots, on va les mélanger, on va les transporter, on va les filer, on va les carder, on va les teindre. Voilà, tout ça, c'est cette chaîne. Vous avez certains acteurs hein, qui vendent très cher. On cherche à valoriser hein, certaines variétés de laine. Vous avez du mérinos. Dans d'autres coins, alors, sous d'autres contrées, vous avez du mohair, vous avez du cachemire. Alors, voilà. Et donc, pour valoriser tout cela, on a besoin d'expliquer
au consommateur qui va payer dans le secteur du luxe certains vêtements, voilà, un prix très significatif. Il y a juste que tout en amont, je peux vous garantir, et j'y étais, hein, lorsque vous êtes dans la Pampa argentine, le gaucho, vous lui parlez de machine to machine, il ne sait pas, vous lui parlez de répondre à un questionnaire, vous savez, il est sur son cheval hein, toute la journée. Donc, ce qu'il maîtrise quand même, il a son téléphone portable. Alors évidemment, pas 4G, hein, on est en Edge. Il a son téléphone et là, il peut envoyer un SMS. Et l'interface, on la conçoit très simplement. Hein, c'est rouge, vert ou un truc comme ça. C'est voilà, j'ai tondu mon mouton, j'ai pas tondu. Voilà. Ça pour vous dire que peu importe le cadre, où qu'on soit, on doit pouvoir récolter l'information. Et les plateformes qu'on conçoit ont ça en tête. Parce que si on a des informations qui font défaut, eh ben c'est toute la solidité de la chaîne qui sera affaiblie. Voilà. Voilà. Merci bien. Je pense que j'ai explosé mon temps. Et à nouveau, donc, on est à votre disponibilité tous les trois sur le stand Trasalim. Merci Jean. Merci à tous. N'hésitez pas, je vais vous libérer. Il y a la pause déjeuner et pendant cette pause, il y a tous les exposants de l'autre côté et sur le stand Bretagne Trasalim et vous pourrez discuter avec Jean, Julien et Nicolas que je vais remercier pour cette intervention.